À cet instant précis, alors que certaines personnes comptent les heures avant leur unique repas de la journée, une immense activité règne déjà à l'intérieur de leur corps. Pas dans leur estomac, mais dans leur foie, leur cerveau, leurs cellules graisseuses et jusque dans chacune de leurs cellules. L'OMAD, pour One Meal a Day, est devenue l'une des méthodes de jeûne les plus populaires au monde. Pour ses adeptes, c'est un moyen de brûler davantage de graisse, de simplifier leur alimentation, d'améliorer leur énergie, voire de ralentir le vieillissement. À l'inverse, ses détracteurs y voient un procédé trop extrême, susceptible de fatiguer le métabolisme, de perdre du muscle ou de perturber l'équilibre hormonal. Deux visions totalement opposées. Et pourtant, une seule ne peut difficilement résumer ce qui se passe réellement dans le corps. Car la vraie question n'est pas de savoir si manger une seule fois par jour est une bonne ou une mauvaise idée. La vraie question est beaucoup plus fascinante. Que se passe-t-il réellement pendant les 23 heures où vous ne mangez pas? Pendant ce laps de temps, votre organisme ne reste jamais inactif. Il prend des décisions, il change progressivement de stratégie, il déplace ses réserves d'énergie, modifie ses signaux hormonaux, ajuste le fonctionnement de plusieurs organes et tente de maintenir un équilibre extrêmement précis. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup des sensations que vous ressentez pendant un jeûne, la faim, le regain de concentration, les coups de fatigue ou même l'absence soudaine d'envie de manger, ne signifient pas toujours ce que l'on imagine. Sous le microscope, le corps raconte une histoire bien différente de celle que promettent souvent les réseaux sociaux. Une histoire où chaque hormone a un rôle précis, où chaque heure compte et où votre organisme ne cherche pas seulement à survivre, mais à s'adapter. Des chercheurs ont pu mesurer ces changements heure après heure grâce à des analyses sanguines, des études métaboliques et des techniques d'imagerie qui permettent aujourd'hui d'observer la façon dont l'organisme change progressivement de carburant. Ces observations montrent que le passage d'un état nourri à un état de jeûne est loin d'être une simple interrupteur. C'est une transition progressive, remarquablement orchestrée. Mais contrairement à une idée très répandue, ce changement ne commence pas lorsque votre estomac est vide. Il débute bien plus tôt. Dès les dernières bouchées de votre repas, une véritable cascade biologique se met en marche, silencieuse, invisible, mais décisive pour les heures qui suivent. Et c'est précisément là que commence le véritable voyage. Car les premières heures après votre repas sont probablement les plus mal comprises de toute l'histoire de l'OMAD. Votre dernier repas est terminé. Vous avez peut-être l'impression que tout arrête jusqu'au prochain. Pourtant, à l'intérieur de votre corps, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les nutriments commencent à passer de votre intestin vers le sang. Le glucose augmente. En réponse, le pancréas libère de l'insuline, une hormone souvent réduite à son rôle de régulation du sucre, alors qu'elle agit en réalité comme un véritable chef d'orchestre du métabolisme. Son message est simple, l'énergie est disponible. Les cellules musculaires et le foie stockent une partie de cette énergie sous forme de glycogène. Les tissus adipeux reçoivent également le signal de mettre une partie de cette énergie en réserve. Pendant quelques heures, votre organisme privilégie le stockage, la réparation et la croissance plutôt que la mobilisation de ses réserves. C'est une phase parfaitement normale. Sans elle, il serait impossible de faire face aux longues périodes où aucun aliment n'est disponible. Puis, progressivement, quelque chose change. Au fil des heures, l'absorption des nutriments ralentit. Le taux d'insuline diminue. Une autre hormone, le glucagon, prend davantage d'importance. Son rôle est presque l'inverse. Il demande au foie de remettre du glucose en circulation afin que le cerveau, les globules rouges et les autres tissus qui en dépendent continuent de fonctionner normalement. À ce stade, votre corps ne brûle pas soudainement ses muscles. Il utilise d'abord ce qu'il avait prévu de conserver. Le foie contient généralement assez de glycogène pour alimenter l'organisme pendant plusieurs heures, même si cette durée varie selon votre activité physique, votre alimentation des jours précédents et votre métabolisme. Si vous avez fait un entraînement intense ou consommé peu de glucides auparavant, ces réserves peuvent diminuer plus rapidement. À l'inverse, elles peuvent durer davantage après un repas riche en glucides ou une journée plus sédentaire. Autrement dit, le corps suit un plan. Il ne passe pas directement en mode urgence. C'est ici qu'apparaît une sensation que beaucoup de personnes connaissent très bien, la faim, ou plus précisément, une vague de faim.
Vous avez peut-être déjà remarqué qu'elle semble surgir à une heure précise, devenir très intense pendant quelques minutes, puis disparaître presque aussi vite, même si vous n'avez rien mangé. Ce phénomène surprend de nombreuses personnes, mais il s'explique en grande partie par une hormone appelée gréline. Produite principalement par l'estomac, la gréline augmente souvent avant les heures où vous avez l'habitude de manger. Elle agit sur plusieurs régions du cerveau pour renforcer l'envie de chercher de la nourriture. Ce qui est fascinant, c'est que cette hormone suit aussi vos habitudes. Si vous déjeunez chaque jour à midi, son pic aura tendance à apparaître autour de cette heure. Si vous modifiez progressivement votre rythme alimentaire, ces pics eux aussi peuvent évoluer. La faim est donc en partie une anticipation, pas uniquement une preuve que vos réserves sont épuisées. Cette découverte a profondément changé notre compréhension du jeûne. Le cerveau ne se contente pas de mesurer ce qui reste dans votre estomac. Il combine des informations hormonales, des réserves énergétiques, votre horloge biologique et même vos habitudes pour estimer le moment où il serait opportun de manger. C'est pourquoi deux personnes qui suivent exactement le même protocole OMAD peuvent vivre une expérience complètement différente. L'une ressentira une faim intense chaque après-midi, l'autre aura l'impression que son appétit s'est largement atténué après quelques semaines. Leur biologie s'est adaptée, mais pas de la même manière. Pendant ce temps, une autre transformation, beaucoup plus discrète, est déjà en cours. Le foie commence à se demander combien de temps ses réserves pourront encore subvivre. Et lorsqu'elles diminuent, il doit prendre une décision qui va progressivement changer le carburant utilisé par tout l'organisme. C'est à ce moment que l'histoire devient vraiment fascinante, car votre corps va commencer à puiser dans une source d'énergie que la plupart des gens utilisent beaucoup moins qu'ils ne l'imaginent. Au bout de plusieurs heures sans manger, le scénario commence à évoluer. Jusqu'ici, le foie jouait le rôle d'un réservoir temporaire, libérant progressivement le glucose qu'il avait stocké. Mais ces réserves ne sont pas infinies. Lorsqu'elles diminuent, le corps ne panique pas, il ouvre simplement une autre voie. Cette transition est l'une des plus remarquables de la physiologie humaine. Votre organisme commence à s'appuyer davantage sur les graisses qu'il a lui-même stockées. Dans les tissus adipeux, des hormones comme le glucagon et la baisse de l'insuline favorisent un processus appelé lipolyse. Les cellules graisseuses libèrent alors des acides gras dans la circulation sanguine. Ces molécules deviennent une source d'énergie précieuse pour de nombreux organes, notamment les muscles au repos et le cœur. Sous le microscope, c'est un véritable changement logistique. Pendant que certaines cellules continuent d'utiliser principalement du glucose, d'autres basculent progressivement vers les acides gras. Le corps répartit ses ressources en fonction des besoins de chaque tissu. Mais un organe pose un défi particulier: le cerveau. À lui seul, il représente environ 2% du poids du corps, mais il consomme près de 20% de l'énergie au repos. Contrairement aux muscles, il ne peut pas directement utiliser les acides gras comme principale source de carburant. Alors, comment continue-t-il à fonctionner lorsqu'aucun repas n'arrive pendant de longues heures? La réponse se trouve encore une fois dans le foie. À mesure que le jeûne se prolonge, celui-ci commence à fabriquer de petites molécules appelées corps cétoniques, à partir des acides gras. Les principales sont le bêta-hydroxybutyrate et l'acétoacétate. Elles traversent facilement la barrière qui protège le cerveau et peuvent progressivement couvrir une partie de ses besoins énergétiques. Ce changement ne se produit pas instantanément. Il s'installe progressivement et son ampleur dépend de nombreux facteurs: la durée du jeûne, les réserves de glycogène, le niveau d'activité physique et les habitudes alimentaires de chacun. C'est pourquoi certaines personnes rapportent une sensation de clarté mentale après plusieurs semaines de OMAD, tandis que d'autres ne constatent aucun changement notable. Les études montrent qu'il existe une grande variabilité individuelle dans cette adaptation métabolique. Cette nuance est essentielle, car l'un des mythes les plus répandus est que le corps entre en cétose de manière rapide et identique chez tout le monde. En réalité, il s'agit d'un continuum, pas d'un interrupteur. Pendant que cette nouvelle source d'énergie se met en place, un phénomène tout aussi surprenant se produit. La faim, qui semblait insupportable quelques heures plus tôt, peut soudainement s'atténuer. À première vue, cela paraît paradoxal. Si vous n'avez toujours pas mangé, pourquoi avez-vous parfois moins faim au début du jeûne? La réponse remet en question une idée très intuitive. Nous avons tendance à croire que la faim augmente de manière linéaire. Plus le temps passe, plus elle devient forte. Mais la biologie fonctionne autrement.
La faim est le résultat d'un dialogue permanent entre le cerveau, les hormones, les réserves énergétiques et même les habitudes de vie. Lorsque votre organisme comprend qu'aucun repas n'arrive immédiatement, il peut produire temporairement certains signaux d'urgence et réorganiser ses priorités. Autrement dit, la faim n'est pas seulement un indicateur du manque d'énergie, c'est une prédiction. Le cerveau tente en permanence d'anticiper le moment où la nourriture sera disponible. Lorsqu'un nouveau rythme alimentaire devient régulier, il ajuste progressivement ses aides-tentes. Cette capacité d'adaptation explique pourquoi beaucoup de personnes trouvent les premiers jours de OMAD bien plus difficiles que les semaines suivantes. Des recherches sur la flexibilité métabolique suggèrent que l'organisme devient plus efficace lorsqu'il alterne entre différentes sources d'énergie. Chez certaines personnes, cette capacité est bien développée. Chez d'autres, notamment en présence d'une résistance à l'insuline ou d'un mode de vie très sédentaire, cette transition peut être plus lente et moins confortable. C'est l'une des raisons pour lesquelles deux individus peuvent suivre exactement le même protocole et obtenir des résultats très différents. Mais cette autonomie énergétique a un prix. Pendant que l'organisme apprend à mieux utiliser ses réserves de graisse, une autre question devient de plus en plus importante. Que deviennent vos muscles lorsqu'ils ne reçoivent des protéines qu'une seule fois par jour ? Le corps peut-il réellement préserver sa masse musculaire tout en restant performant ? Ou est-ce qu'il est obligé de faire un compromis invisible que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas ? C'est là que le OMAD révèle sa partie la plus complexe. Jusqu'à présent, tout semble jouer en faveur de l'OMAD. Le corps apprend à utiliser davantage les graisses. La glycémie reste généralement stable grâce au travail du foie. La faim devient parfois plus prévisible. Vu sous cet angle, une conclusion paraît évidente. Si le corps s'adapte aussi bien, pourquoi ne pas manger une seule fois par jour, en permanence ? Parce que l'organisme ne poursuit pas un seul objectif. Il essaie d'en satisfaire plusieurs à la fois, et ces objectifs entrent parfois en concurrence. L'un des meilleurs exemples est le muscle. Contrairement à la graisse corporelle, le muscle n'est pas uniquement une réserve de mouvement. C'est un tissu extrêmement actif qui participe à la régulation du glucose, au métabolisme, à la stabilité des articulations et au maintien de l'autonomie en vieillissant. Le corps a donc tout intérêt à le préserver. Mais pour entretenir ce tissu, il ne suffit pas d'avoir des protéines sur une journée. Leur moment d'apport compte également. Chaque fois que vous consommez suffisamment de protéines de bonne qualité, la concentration de certains acides aminés, notamment la leucine, augmente dans le sang. Cela active une voie biologique appelée mTOR, qui stimule la synthèse des protéines musculaires. En d'autres termes, le muscle reçoit le signal de réparer et de construire. Ce signal, cependant, n'est pas permanent. Après quelques heures, même si des acides aminés circulent encore, cette stimulation diminue. Les chercheurs parlent parfois d'un effet réfractaire. Le muscle devient temporairement moins sensible à un apport continu et répond mieux à une nouvelle stimulation plus tard dans la journée. C'est là qu'apparaît l'un des principaux compromis de l'OMAD. Avec un seul repas, il est possible d'atteindre un apport protéique quotidien suffisant. En revanche, il devient plus difficile de répartir plusieurs stimulations de la synthèse protéique au cours de la journée. Pour une personne jeune, en bonne santé et peu préoccupée par la performance physique, cette différence peut avoir un impact limité. Mais chez un sportif cherchant à maximiser la récupération, chez une personne âgée dont les muscles répondent moins efficacement aux protéines, ou pendant une période de rééducation, cette répartition peut devenir beaucoup plus importante. Cela ne signifie pas que l'OMAD détruit automatiquement les muscles. C'est une simplification qui ne résiste pas aux données scientifiques. Le corps possède plusieurs mécanismes pour limiter la dégradation musculaire pendant le jeûne. À mesure que les acides gras et les corps cétoniques deviennent plus disponibles, ils couvrent une partie croissante des besoins énergétiques, ce qui réduit la nécessité de produire du glucose à partir des protéines musculaires. En d'autres termes, l'organisme cherche à épargner le muscle autant que possible. Mais il ne peut pas totalement ignorer les lois de la physiologie. Si les apports en protéines sont insuffisants, si l'entraînement de résistance est absent ou si les besoins énergétiques sont très élevés, cet équilibre devient beaucoup plus difficile à maintenir. C'est ici que beaucoup de débats autour de l'OMAD perdent en nuances. La vraie question n'est pas « mangez-vous une fois ou 3 fois par jour ?» La vraie question est «
Recevez-vous les nutriments dont votre corps a besoin pour les fonctions que vous lui demandez d'assurer? Un marathonien, un employé de bureau et une personne de 75 ans ne demandent pas la même chose à l'organisme. Le même protocole alimentaire ne produira donc pas les mêmes effets. Le système hormonal reflète aussi cette logique d'adaptation. Prenons le cortisol. Souvent surnommé l'hormone du stress, il joue en réalité un rôle beaucoup plus large. Le matin, son augmentation aide naturellement à vous réveiller. Pendant un jeûne, il peut également contribuer à maintenir une glycémie normale en stimulant la production de glucose par le foie. Une élévation transitoire du cortisol n'est donc pas nécessairement un problème. En revanche, si elle s'ajoute à un manque chronique de sommeil, à un entraînement excessif, à une alimentation insuffisante et à un stress psychologique important, le tableau change complètement. Encore une fois, ce n'est pas l'OMAD qui agit seul, c'est l'ensemble du contexte biologique. Le système digestif, lui aussi, doit s'adapter. Concentrer tous les apports de la journée dans un seul repas représente un travail considérable pour l'estomac et l'intestin. Chez certaines personnes, cette organisation est parfaitement tolérée. Chez d'autres, elle favorise une sensation de lourdeur, des ballonnements ou un inconfort digestif, simplement parce que le volume alimentaire est beaucoup plus important qu'à l'habitude. Cette diversité de réponses est l'une des leçons les plus importantes de toute cette enquête. La biologie humaine est remarquablement adaptable, mais elle est aussi profondément individuelle. Et c'est précisément ce que montrent les meilleures études réalisées chez l'homme. Car lorsqu'on compare les promesses spectaculaires qui circulent sur Internet aux résultats observés en laboratoire et dans les essais cliniques, l'histoire devient à la fois plus nuancée et beaucoup plus intéressante. Après des millions d'années d'évolution, le corps humain est devenu incroyablement doué pour survivre à des périodes où la nourriture se faisait rare. Mais survivre n'est pas la même chose qu'optimiser sa santé. C'est précisément pour répondre à cette question que les chercheurs ont comparé l'OMAD à d'autres façons de s'alimenter en étudiant non seulement le poids, mais aussi la glycémie, la composition corporelle, les marqueurs cardiovasculaires et le fonctionnement du métabolisme. Le premier constat est sans doute le plus surprenant. Contrairement à ce que l'on entend souvent, l'OMAD ne possède pas de pouvoir métabolique magique. Lorsque les calories et les apports nutritionnels sont comparables, les études montrent que la perte de poids dépend principalement du déficit énergétique global, beaucoup plus que du nombre de repas consommés. Pour de nombreuses personnes, l'OMAD facilite ce déficit parce qu'il est plus difficile de manger autant en un seul repas. Mais cet avantage est comportemental avant d'être biologique. Autrement dit, certaines personnes réussissent mieux avec l'OMAD parce que cette organisation leur convient. D'autres obtiennent exactement les mêmes résultats avec 2, 3 ou 4 repas par jour. Le facteur déterminant est souvent l'adhésion sur le long terme. Puis viennent les effets sur la glycémie et l'insuline. Chez certaines personnes, notamment en surpoids ou présentant une résistance à l'insuline, différentes formes de restriction temporelle de l'alimentation peuvent améliorer certains marqueurs métaboliques. Cependant, les bénéfices observés varient selon l'heure du repas, la qualité de l'alimentation, le niveau d'activité physique et les caractéristiques de chaque individu. Un détail est souvent oublié. Le corps possède une horloge biologique présente dans pratiquement tous les organes. Le foie, le pancréas, les muscles et même le tissu adipeux suivent une horloge circadienne qui influence la manière dont ils utilisent les nutriments. Cela signifie que le moment où l'on mange peut parfois compter autant que le nombre de repas. Par exemple, plusieurs recherches suggèrent que consommer la majeure partie de son énergie plus tôt dans la journée pourrait être plus favorable au contrôle glycémique chez certaines personnes que de concentrer un très gros repas tard le soir. Mais là encore, les résultats ne sont pas universels et les habitudes de vie doivent être prises en compte. Vient ensuite un sujet qui suscite énormément d'intérêt, l'autophagie. Sur Internet, elle est souvent présentée comme un mode nettoyage qui s'activerait automatiquement après un certain nombre d'heures de jeûne. La réalité est plus complexe. L'autophagie est un mécanisme cellulaire par lequel les cellules recyclent des composants dommagés ou devenus inutiles. Ce processus joue un rôle essentiel dans l'entretien des tissus et a été largement étudié en laboratoire. Mais chez l'être humain, il est beaucoup plus difficile de mesurer directement ce phénomène dans différents organes. Une grande partie des connaissances détaillées provient d'études réalisées chez l'animal ou sur des cellules en laboratoire. Cela ne signifie pas que l'autophagie n'existe pas chez l'humain. Elle existe bel et bien.
En revanche, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'un protocole OMAD active systématiquement un niveau d'autophagie produisant des bénéfices cliniques chez toutes les personnes. C'est une différence essentielle entre une hypothèse biologiquement plausible et un fait solidement démontré. Cette nuance est au cœur de la démarche scientifique. Quelles que soient les nouvelles données qui apparaissent, notre compréhension s'affine. Et c'est justement ce qui rend la biologie si passionnante. Une autre idée mérite d'être remise en perspective. Beaucoup imaginent qu'il existe une alimentation parfaite applicable à tout le monde. Pourtant, plus les chercheurs étudient la nutrition, plus ils découvrent l'importance des différences individuelles. L'âge, le sexe, la génétique, le microbiote intestinal, le niveau d'activité physique, les traitements médicaux, le sommeil, le stress. Tous ces éléments modifient la manière dont un organisme répond à un même protocole alimentaire. C'est pourquoi deux personnes peuvent suivre exactement le même OMAD pendant plusieurs mois. L'une se sentira plus légère, plus concentrée et trouvera cette organisation facile à maintenir, l'autre aura du mal à atteindre ses besoins nutritionnels, récupérera moins bien après le sport ou sentira simplement que ce rythme ne lui convient pas. Leur biologie n'est pas défaillante, elle est différente. C'est probablement la conclusion la plus importante de toute cette exploration. L'OMAD n'est ni un raccourci vers une santé parfaite, ni une pratique intrinsèquement dangereuse. C'est un outil. Comme tout outil, son efficacité dépend de la personne qui l'utilise, de la manière dont il l'utilise et de l'objectif poursuivi. Si votre alimentation reste équilibrée, que vos besoins nutritionnels sont couverts et que votre sommeil est suffisant, et que cette organisation s'intègre durablement à votre mode de vie, l'OMAD peut convenir à certaines personnes. Mais si cette approche conduit à des apports insuffisants, compromet la récupération, favorise une relation difficile avec l'alimentation ou ne correspond tout simplement pas à vos besoins physiologiques, alors elle perd une grande partie de son intérêt. Au fond, le plus grand enseignement de cette enquête dépasse largement l'OMAD lui-même. Votre corps n'est pas programmé pour fonctionner selon les tendances, il est programmé pour s'adapter. Et comprendre cette capacité d'adaptation est sans doute plus précieux que n'importe quelle diète. Si cette exploration vous a permis de voir le jeûne sous un angle nouveau, demandez-vous quelle idée vous a le plus surpris. Était-ce le rôle des hormones de faim, la façon dont le brève change progressivement de carburant, ou le fait que la réponse dépende autant de votre propre physiologie? Ces questions ouvrent souvent les discussions les plus intéressantes. Car sous le microscope, une évidence s'impose. La santé ne dépend pas d'une règle universelle, elle naît de la rencontre entre les mécanismes extraordinaires de votre biologie et les choix que vous faites chaque jour.